sur le front climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Sur le front climatique, le podcast des chercheurs de l'Observatoire Défense et Climat. Et nous sommes ravis que vous ayez choisi de passer les 30 prochaines minutes à nos côtés. Je m'appelle Julia Tass, je suis co-directrice de l'Observatoire Défense et Climat et je suis également responsable d'un programme de recherche qui travaille sur les mêmes sujets au sein de l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Aujourd'hui, nous avons la chance de nous entretenir avec le général d'armée Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, pour évoquer le travail de cette armée autour des enjeux de défense et de sécurité générés par les changements climatiques. Général, merci beaucoup de nous recevoir. Avant de discuter avec vous d'enjeux climatiques, je me permets de revenir rapidement sur votre parcours. Vous avez servi sur de nombreux terrains, notamment au cours des opérations Épervier au Tchad, Oryx en Somalie, mais aussi en ex-Yougoslavie à Sarajevo, en Polynésie, en Albanie, en République centrafricaine, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Vous avez ensuite été adjoint au chef de l'état-major particulier du président de la République à partir de l'été 2012. Je suis honorée de pouvoir conduire cet entretien avec vous sur un sujet crucial comme la sécurité climatique. Pour commencer, j'aimerais revenir avec vous sur l'appréhension par l'armée de terre des enjeux de sécurité et de défense liés au changement climatique. Et j'aimerais commencer par une question relativement simple, mais pourtant très vaste. Pourquoi et depuis quand l'armée de terre s'intéresse-t-elle aux sujets environnementaux et climatiques ? Et comment qualifier le lien qui peut exister entre les soldats de l'armée de terre et le terrain, la nature, le continent ? Bonjour. Alors je pourrait estimer que l'armée de terre s'est depuis toujours intéressée au climat, à la terre, c'est dans son nom. L'armée de terre est l'armée qui vit sur le terrain et qui combat sur le terrain, mais d'abord qui y vit. Et donc tout soldat de l'armée de terre évolue sur ce terrain au milieu de la nature, cette nature étant, ou ce terrain, à la fois la métropole, mais aussi les Outre-mer et tous les théâtres d'opération sur lesquels nos forces sont déployées. Donc très nombreux sont nos soldats dans notre armée moderne qui ont été déployés sur de nombreux théâtres d'opération, sur de nombreux territoires et qui ont pu voir la diversité des climats, la diversité des écosystèmes, avec, pour un certain nombre de ces domaines et de ces lieux dans lesquels ils ont été déployés, les effets du changement climatique. On pourrait parler notamment du Sahel, qui a été un théâtre d'opération dans lequel beaucoup de nos soldats ont été déployés au cours des dernières années, mais c'est le cas en Afghanistan, dans un milieu très différent, dans la forêt africaine, au Gabon ou en Côte d'Ivoire, à l'est de l'Afrique, y compris, vous avez rappelé un peu mon parcours sur cette, par exemple sur cette opération en Somalie, qui faisait suite à une famine extrêmement importante dans la Corne de l'Afrique. Cette réalité du déploiement de la vie du soldat de l'armée de terre sur le terrain, elle a existé de toute éternité. Et d'ailleurs, au moment où nos sociétés ont commencé à s'intéresser à la géographie et à l'exploitation de cette géographie et à en porter la connaissance, de très nombreux militaires ont contribué à la découverte de territoires et finalement à l'exploration de ces territoires, au fait de ramener de leurs expéditions des témoignages écrits ou sous forme d'échantillons de ce qu'ils avaient rencontré et connu. Aujourd'hui encore, même si finalement on pourrait imaginer que la technique et la technologie permettent aux soldats de se détacher des limites climatiques, en fait, ces réalités climatiques restent extrêmement présentes. Et c'est pour ça que dans les ordres que nous élaborons avant toute manœuvre, le paragraphe sur la météo, sur l'environnement, au sens des couverts végétaux, de la nature, des conditions de température, sont toujours très importants. Ne serait-ce que pour déterminer les conditions d'observation, faciles ou non, les questions climatiques et la façon dont elles vont influer sur les opérations et sur la manière de faire des soldats. Cette réalité, elle est extrêmement présente en opération. Et si je devais prendre un exemple peut-être qui est très significatif, c'est celui de l'eau. Alors peut-être que nous reviendrons tout à l'heure sur les enjeux de combat ou d'affrontement liés à l'eau et au stress hydrique ou au manque d'eau ou aux ressources en eau. Mais en tout cas, si je prends l'aspect purement le soldat et l'eau.
Le soldat ne peut pas vivre sans eau. Or, l'eau est probablement une des denrées, un des éléments de l'équipement et de la logistique de l'homme qui pèse le plus lourd. En opération, je vais revenir sur le Sahel, pour lequel, à partir du mois de mai, de juin, la température peut monter jusqu'à 40, 50 degrés en pleine journée. Pour chaque homme, il faut une dizaine de litres d'eau par jour pour la boisson. Et donc, dès lors que, par exemple, les soldats sont à pied, cette question du poids de l'eau à transporter est extrêmement importante. Mais même s'ils sont dans leur véhicule, un véhicule de combat, c'est une dizaine d'hommes. S'il faut 10 litres d'eau par homme et par jour, c'est-à-dire 100 litres par jour, et qu'on veut avoir un minimum d'autonomie rien qu'en eau de boisson, il faut probablement 1 tonne d'eau pour avoir 10 jours d'autonomie pour les membres de ce véhicule. C'est donc une vraie contrainte et un vrai élément à prendre en compte. Dès lors, vous l'imaginez bien, les points de reconnaissance principaux vont être très souvent orientés vers les puits, vers les points d'eau, parce que c'est là aussi que les troupeaux, les populations et donc aussi les adversaires potentiels vont pouvoir se rassembler, vont être obligés d'orienter leur action. Dès lors qu'une troupe est installée, de manière rustique, mais même un peu plus longtemps, au-delà de ces 10 litres d'eau de boisson, il faut pouvoir fournir de l'eau pour l'hygiène. Et là, on passe à des 50, 60, 70, 100 litres d'eau par homme et par jour. Et donc la logistique de l'eau, le fait d'avoir à creuser un puits pour trouver cette eau, ou bien l'acheminer, la purifier, ça sont des dimensions extrêmement importantes. Donc, sans développer beaucoup plus, mais pour prendre cet exemple de la réalité finalement de ce lien quasi charnel entre le soldat et la nature à travers cet exemple de l'eau, que je pourrais développer sur beaucoup d'autres domaines, est une des dimensions importantes qui sont naturellement et depuis toujours prises en compte par les forces terrestres. Et vous avez mentionné 2 ou plusieurs théâtres d'opération qui sont directement impactés par les changements climatiques aujourd'hui, notamment le Sahel ou l'Afghanistan, qui sont des théâtres d'opération dans lesquels on ressent d'ores et déjà les impacts du changement climatique. Je voudrais continuer sur cette question-là et peut-être aller un peu plus loin sur les enjeux que représentent les changements climatiques pour l'armée de terre et la manière dont ces enjeux se matérialisent au quotidien. Donc vous en avez évoqué déjà plusieurs, notamment l'eau et la chaleur extrême, mais est-ce qu'il y a d'autres manières ou d'autres façons dont les changements climatiques, ou en tout cas peut-être l'intensification de certaines conditions d'opération, peuvent être ressenties par le soldat ? Alors il est très clair que le climat, d'une manière générale, et donc le changement climatique au sens où il accentue un certain nombre de phénomènes climatiques, ou en tout cas ils changent les conditions climatiques et donc ont des impacts sur les populations, sont un des facteurs de friction, de tension, de lutte géopolitique ou stratégique entre États ou entre populations, et donc un des facteurs chrysogènes, très clairement. Dans l'analyse que nous faisons des risques du monde et donc des réalités auxquelles doivent se préparer les armées, et notamment l'armée française et l'armée de terre, il y a un des risques qui est celui, ou une menace qui est celle de la puissance, avec des États voulant imposer leur volonté par des armes à d'autres États, mais il y a une deuxième série de risques qui est extrêmement présent et qui pèse sur la sécurité des populations et donc de notre pays et de ses intérêts. C'est celui qu'on a appelé, notamment dans le livre blanc de 2008, les risques de la faiblesse, c'est-à-dire les risques créés par des zones de non-droit ou de moindre contrôle de l'État, des zones dans lesquelles peuvent se développer des trafics, des groupes armés terroristes. Ce sont bien souvent des zones qui sont aussi soumises à des déséquilibres démographiques, notamment compte tenu de l'accès à la nourriture, et donc soumis à des flux migratoires plus importants. Ces zones sont intrinsèquement des zones dans lesquelles les affrontements, ou en tout cas les compétitions entre populations sont les plus développées. Et à nouveau, je reviens au Sahel, zone dans laquelle, finalement, de manière très historique, nous savons que les populations nomades qui vivent de l'élevage sont en friction ou vont rentrer en confrontation plus ou moins organisée avec des populations beaucoup plus sédentaires qui vont vivre des cultures. C'est déjà, dans les conditions climatiques difficiles, des sources de friction qui peuvent aller jusqu'à l'affrontement. Compte tenu de l'évolution et des changements climatiques, de l'avancée du désert
il est clair que ces frictions sont encore renforcées. Et donc, ce facteur géopolitique de changement climatique, et là j'ai parlé des questions des zones dans lesquelles la sécheresse progressait, sont très clairement des zones et des facteurs de déséquilibre géostratégique, et donc des zones dans lesquelles l'armée de terre peut être appelée à intervenir. Mais il y a évidemment d'autres aspects du changement climatique qui peuvent là aussi accroître les facteurs de tension, et qui sont simplement la pression sur les cultures et la diminution des rendements des cultures, qui entraînent des questions de famine et donc d'exode rural ou de compétition entre agriculteurs. Et puis il y a toute la question également de la montée des eaux, même si les zones dans lesquelles la France intervient traditionnellement ou a des intérêts les premiers, c'est probablement moins le cas aujourd'hui, mais on sait qu'au Bangladesh, par exemple, c'est une vraie question. Mais il y a dans les zones côtières en Afrique, il y a cette question de la montée des eaux, de la salinisation des nappes phréatiques et donc des mouvements de population induits. C'est aussi un facteur de friction et d'accroissement des risques. Et puis, probablement, je pourrais ajouter la question des phénomènes climatiques extrêmes, tempêtes, tornades, cyclones, submersions, qui sont des phénomènes qui arrivent probablement de manière répétée, peut-être avec des ampleurs croissantes. Et là aussi, les armées peuvent être appelées à intervenir dans ce qu'on appelle les interventions humanitaires, ou pour aider à réparer ou à aider à venir en aide aux populations à la suite de catastrophes naturelles. Alors ça a été le cas, ça peut être le cas sur le territoire national, ça a été le cas au cours des grandes tempêtes qu'a connu notre territoire métropolitain, mais c'est le cas de manière récurrente dans nos outre-mer. Il y a eu le paroxysme de la tempête Irma, il y a quelques années, qui a détruit l'île de Saint-Martin, qui a entraîné l'intervention des services de l'État et en premier lieu des armées. Mais c'est le cas de manière assez récurrente avec les cyclones, que ce soit dans les Antilles ou dans le Pacifique. Soit, encore une fois, sur notre territoire, soit sur des territoires voisins. Et donc ça a été le cas au Vanuatu il y a quelques mois, avec un cyclone extrêmement dévastateur. Et donc, à partir de la Nouvelle-Calédonie, nos forces marines et des soldats de l'armée de terre à bord des bâtiments de la marine sont intervenus pour venir porter secours aux populations. Donc, les questions du climat, depuis toujours, ont été des questions qui, créant un certain nombre de difficultés de vie quotidienne, ont entraîné des frictions entre populations, ont été des facteurs de conflit. Mais les changements climatiques, en transformant ces équilibres, parfois précaires, accroissent les probabilités d'intervention ou les probabilités de monter aux extrêmes de ces crises, et donc des besoins d'intervention des forces armées. Merci beaucoup. Et vous évoquiez justement peut-être un changement, ou en tout cas une possible augmentation des missions de l'armée de terre en termes d'aide, de secours aux populations post-catastrophe. Est-ce qu'il y a d'autres missions qui vont devoir évoluer face au changement climatique, ou qui vont devoir être créées pour les armées et pour l'armée de terre en particulier, face aux nouvelles conditions dans lesquelles on opère ou on doit se protéger? Alors, il y a clairement une demande dans notre pays et sur le territoire national, y compris métropolitain, de mobilisation accrue des moyens de l'État pour faire face aux catastrophes naturelles, tempêtes, mais également feux de forêt. Et on l'a vu l'été dernier avec ces feux extrêmement massifs, notamment dans le sud-ouest. Et l'armée de terre prendra sa part dans cette augmentation des capacités de réponse de l'État. Alors d'abord parce qu'un certain nombre d'unités de l'armée de terre sont d'ores et déjà des unités qui sont spécialisées dans la réponse aux catastrophes naturelles. Nous avons la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui est une grande unité de l'armée de terre, qui est impliquée dans le secours aux populations en permanence. Mais nous avons aussi ces unités de sécurité civile qui sont prêtes en permanence à intervenir en France comme à l'étranger. Elles l'avaient fait l'an dernier dans le cadre des incendies en Gironde. Elles l'ont fait cet hiver dans le cadre des tremblements de terre en Amérique du Sud. Et le gouvernement a décidé d'accroître le nombre de ces unités de sécurité civile. Et donc une nouvelle unité de sécurité civile de l'armée de terre va être mise sur pied dans les prochains mois. Néanmoins, c'est l'ensemble des unités de l'armée de terre qui doivent être prêtes en cas de catastrophe naturelle, évidemment, à aider, à porter assistance aux populations.
Chacune de nos unités doit être en mesure de le faire. Et dans mon esprit, voilà une mission qui peut en particulier être attribuée à nos réserves, au-delà des unités d'actifs qui devront pouvoir s'y consacrer. Et probablement, dans l'idée qui est la nôtre d'établir un certain nombre d'unités de réserve territorialisées, capables, en cas de nécessité, de défendre le territoire, de contribuer à la protection des points sensibles, etc., attribue à ces unités une mission particulière de responsabilité, de soutien et de secours aux populations en cas de catastrophe naturelle. Tout ça est finalement une dimension qui plaît beaucoup à nos soldats. Nous avons des militaires qui sont des jeunes Français, des jeunes Françaises, et qui, comme l'ensemble des jeunes de leur génération, sont sensibles à l'avenir de la planète, du climat et à ses évolutions climatiques. Et donc, en rejoignant les armées pour principalement les missions premières des armées qui sont la protection, la défense de notre pays, de ses intérêts, en France comme à l'étranger, cette dimension d'attention au changement climatique, à la biodiversité, aux questions environnementales d'une manière générale, est une des dimensions qui les met en mouvement. Et donc, le fait que les armées consacrent une partie de leur mission ou soient aussi prêtes à intervenir comme en protection des populations dans ce cadre-là, c'est une dimension qui compte à leurs yeux. De même que compte à leurs yeux le fait que les entités militaires que nous sommes, notamment dans la vie quotidienne, au quartier, à l'entraînement, prennent en compte les besoins d'économie, de sobriété énergétique, de lutte contre le réchauffement climatique et de biodiversité. Ce sont là des valeurs qui sont porteuses et qui sont donc partagées par les membres de l'armée de terre, notamment les plus jeunes qui sont encore une fois les plus sensibles à l'avenir et à long terme, et par les soldats de l'armée de terre d'une manière générale. Ça me permet de revenir justement sur ce que vous évoquiez, c'est-à-dire le fait que les bâtiments et les infrastructures des armées soient adaptés au changement climatique, que ce soit des conditions de travail dans lesquelles les soldats puissent finalement travailler malgré ce qu'on peut parfois qualifier d'abrasif, en termes d'entraînement, en termes d'équipement, en termes d'infrastructures. Comment est-ce que l'armée de terre anticipe les changements climatiques et l'exacerbation de certaines conditions? Alors, je vois plusieurs volets à votre question et plusieurs domaines d'action pour l'armée de terre. Le premier et le plus évident, j'ai développé le fait que nous étions engagés de plus en plus dans des conditions, nous pouvions être engagés de plus en plus dans des conditions extrêmes. J'ai rappelé les températures extrêmes au Sahel, mais finalement dans un nombre croissant de territoires dans lesquels nous sommes engagés. Nous avons donc adapté notre entraînement à ces conditions d'extrême chaleur, je viens de le dire, mais aussi d'extrême froid que nous pouvons rencontrer ou d'extrême humidité avec les questions de pluie extrêmement importantes. Et la question du durcissement des soldats de notre armée de terre, de durcissement de notre entraînement, certes pour faire face à des adversaires de plus en plus durs, est aussi un entraînement absolument nécessaire de rusticité générale de nos soldats comme de nos équipements pour pouvoir faire face à ces conditions d'engagement de plus en plus abrasives. En ce qui concerne nos capacités opérationnelles, la question de la sobriété énergétique, notamment de nos capacités opérationnelles, c'est une question très importante puisque nous avons des équipements qui sont aussi consommateurs, notamment d'énergie fossile. C'est le cas de nos hélicoptères, c'est le cas de nos véhicules d'une manière générale. C'est le cas, je l'ai dit tout à l'heure, de nos modes de vie et de stationnement, y compris en zone extrêmement chaude, avec le besoin de fournir de l'eau, voire de climatiser un certain nombre de nos équipements et de nos hommes dans ces zones les plus chaudes. À l'opposé, c'est le besoin de les chauffer, y compris par exemple dans les déploiements, les zones les plus froides, et c'est le cas en Estonie où nous sommes déployés, y compris en hiver, dans des conditions non pas arctiques, mais extrêmement froides. Cette question de la sobriété de nos équipements, elle est donc aujourd'hui finalement subordonnée à l'efficacité opérationnelle. Il est impératif que nous ayons la capacité de mettre en œuvre les équipements nécessaires pour mener les combats. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative visible au carburant fossile, au kérosène, au pétrole, à l'essence, etc. Est-ce que ça veut dire que néanmoins, nous ne devons pas faire un effort dans ce domaine ? Non. D'abord, cet effort de sobriété, y compris pour nos équipements,
il est important sur le plan opérationnel pour diminuer l'empreinte logistique. Moins nos véhicules seront consommateurs, moins nous aurons de carburant à transporter, le cas échéant sur des axes difficiles ou sous menace, plus nous en tirerons finalement un avantage opérationnel. Néanmoins, à l'horizon visible des prochaines années, ce n'est probablement pas une dimension dans laquelle nous pourrons faire une avancée majeure. Néanmoins, en ce qui concerne nos camps, les zones que nous construisons pour stationner nos forces en opération, il y a là une dimension pour laquelle, plus que dans le domaine des véhicules et de nos moyens militaires, nous avons un intérêt et nous avons une opportunité à pouvoir faire des avancées. Là aussi, l'enjeu est probablement d'être moins consommateur pour avoir une empreinte logistique moindre, mais d'être moins consommateur pour être aussi plus respectueux de l'environnement. Et donc nous développons aujourd'hui un concept d'éco-camp de façon à pouvoir générer le maximum de ressources en énergie, notamment électrique, sur place, de façon à pouvoir être le plus économe possible en eau, sujet sur lequel j'étais venu tout à l'heure, et puis de gestion des déchets, notamment pour des raisons de salubrité du camp, de conditions de vie, mais aussi, c'est clair, pour des questions d'impact sur l'environnement, notamment d'impact vis-à-vis des populations autour de nos zones de déploiement. Au-delà de ces questions de stationnement opérationnel, probablement la dimension dans laquelle l'armée de terre aujourd'hui s'adapte le plus et peut le plus s'adapter en termes de sobriété énergétique et donc au-delà de lutte contre le réchauffement climatique, c'est celle de ses emprises, de son stationnement, de sa vie en garnison sur le territoire national, métropolitain comme outre-mer. L'armée de terre, au sein des armées, est un propriétaire foncier extrêmement important. En termes de surface foncière, que ce soit les surfaces d'habitation, les surfaces de nos ateliers, de nos zones de stockage. Et donc il y a là un enjeu très important d'économie d'énergie, qui est d'abord un enjeu très bien compris en termes de coût de fonctionnement de ces emprises. Des emprises qui sont, pour une grande part d'entre elles, des emprises anciennes, avec des casernements qui peuvent avoir été construits il y a 2 siècles, pour une part d'entre eux après 1870, avec à ce moment-là un projet foncier extrêmement important qui perdure aujourd'hui. Et donc des questions de moindre consommation, enfin de travaux d'économie d'énergie dans nos bâtiments, des questions de mode de chauffage, avec dans un certain nombre de cas des systèmes de chauffage ou de chaudières anciennes qu'il faut remplacer, la question de l'accès à des énergies autres. Nous avons un certain nombre de surfaces importantes qui peuvent être des surfaces permettant de déployer des panneaux photovoltaïques, d'énergie solaire, qui sont donc des domaines dans lesquels nous avons un intérêt, un enjeu économique, mais aussi un enjeu en termes de sobriété énergétique générale, qui est très important. Pour revenir sur le fait que l'armée de terre dispose de surfaces importantes en France métropolitaine, vous l'évoquiez justement avec à la fois ce que ça peut permettre en termes de déploiement d'énergie renouvelable, mais aussi finalement ce que ça implique en termes d'investissement pour mettre certains bâtiments, certaines infrastructures au niveau en termes d'économie d'énergie. Je voulais évoquer un sujet qui est parallèle à celui du climat, ou en tout cas qui est également inclus dans les limites planétaires dont le seuil de criticité a été franchi. C'est le sujet du déclin brutal de la biodiversité. Avec ces surfaces importantes dont on parlait juste à l'instant, l'armée de terre a aussi énormément à la fois d'opportunités, mais aussi de responsabilités en termes de gestion de ces surfaces, de ces territoires, et de la biodiversité et des écosystèmes qui s'y situent. Comment est-ce que vous évoqueriez les programmes éventuels de gestion de ces territoires de l'armée de terre ? Alors, il est vrai que c'est souvent méconnu, mais les armées sont des occupants fonciers extrêmement importants de l'État. Le ministère des Armées, c'est 275 000 hectares, c'est-à-dire c'est le deuxième occupant du foncier de l'État, et surtout c'est le premier occupant du foncier non bâti. Et l'armée de terre au sein de ce ministère des Armées, avec 170 000 hectares, est un occupant très important de ce foncier. Foncier non bâti, principalement celui de nos espaces de manœuvre. Et bien, ces espaces de manœuvre sont des espaces qui sont des réservoirs de biodiversité.
C'est une réalité que nous mesurons tous les jours et dont nos soldats sont tout à fait les témoins. Tant on voit de gibier, d'animaux divers, etc., chaque fois qu'on va sur ces camps de manœuvre et d'entraînement. Et en fait, 80% de ce foncier de l'armée de terre est en zone de protection. C'est-à-dire que soit Natura 2000, soit en réserve, soit en parc naturel régional, etc. Parce que d'une part, il y a une absence totale d'activité industrielle sur ces espaces. Il n'y a pas d'agriculture intensive ni d'urbanisation. Et si on prend par exemple une photo aérienne de la Marne et de l'est de l'Aisne, zone dans laquelle nous avons de très grands camps de manœuvre à Mourmelon, à Suippes, quasiment les seuls espaces qui ne sont pas bâtis ou qui ne sont pas l'objet d'agriculture, ce sont nos camps. Et donc, beaucoup d'espèces protégées se développent dans ces camps, avec une politique très assumée du ministère des Armées, donc de l'armée de terre, de coexister avec cette biodiversité. Cette coexistence, elle vient finalement des obligations que nous nous sommes données ou que nous avons prises avec le classement en zone naturelle de ces espaces, mais nous y avons finalement un intérêt conjoint, puisque une des raisons de la fermeture de ces espaces, si jamais ils sont laissés à l'abandon, c'est finalement d'être envahis par un système végétal de ronces, etc., qui ferme l'espace. Nous avons besoin, d'ouvrir l'espace pour pouvoir y manœuvrer, pour pouvoir y tirer. Et finalement, en rouvrant cet espace, de facto, nous constatons une colonisation par une faune, une flore très, très importante. Une partie de ces espaces sont des espaces humides également, et nous avons donc une biodiversité extrêmement importante dans les camps de l'armée de terre. C'est pour ça que nous nous sommes dotés d'une politique qui a ensuite été reprise dans la politique ministérielle, avec différents objectifs, qui sont de constituer et d'animer un réseau de référents, de s'appuyer sur un certain nombre d'experts écologues, et de connaître et de maîtriser les espaces d'entraînement, et derrière de communiquer de façon à le faire connaître davantage. L'armée de terre a consacré donc de la ressource humaine, à peu près une 50aine de personnes, de postes sur l'ensemble de l'armée de terre, pour conseiller les commandants militaires de ces camps, dialoguer avec les intervenants qui sont autour de ces camps et de ces programmes de diversité. En complément, l'armée de terre s'est engagée dans un certain nombre de programmes, notamment des programmes LIFE de l'Union européenne, c'est-à-dire des programmes d'investissement financier pour l'environnement. Encore une fois, c'est une réalité qui n'est pas forcément extrêmement connue, mais nous contribuons à la mise en œuvre des directives oiseaux ou habitat. Par exemple, si je prends le cas du camp de la Valbonne, 1600 hectares, c'est-à-dire une trentaine de fois Disneyland, nous avons une action sur la restauration des pelouses, des zones humides, des gestions sylvicoles, c'est-à-dire des zones boisées. Et c'est un site exceptionnel au niveau européen qui est occupé depuis 150 ans par l'armée. Et parce que c'est une zone occupée par l'armée, elle a échappé aux pressions urbaines, aux pressions agricoles, aux pressions industrielles. Et donc, c'est un espace qui se trouve particulièrement préservé et dans lequel nous continuons à investir, puisque nous allons investir sur 7 ans près de 5 millions d'euros de travaux pour cette ouverture des espaces, ce maintien des espaces ouverts que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, l'armée de terre, donc un occupant foncier de premier plan, et qui, dès lors, a une vraie politique en lien avec les acteurs non militaires de cette politique. En coopération avec des chercheurs, des instituts de recherche qui travaillent sur ces questions. En coopération avec des instituts, un certain nombre de chercheurs. Ce sont aussi des zones qui sont mises à disposition pour mener des études ou des recensements de biodiversité. C'est vrai que c'est un rôle de l'armée de terre qu'on a assez peu à l'esprit, mais qui reste assez emblématique. Et tout ce que vous venez de décrire illustre finalement ce lien très fort qu'on évoquait au tout début de ce podcast entre l'armée de terre, le territoire et la nature et son environnement. Je vous propose de revenir sur un élément que vous avez mentionné tout à l'heure qui m'a frappé, qui est peut-être un peu précis par rapport au reste des grands thèmes que nous avons abordés. Mais vous parliez du déploiement de l'armée de terre en Amérique latine suite à un événement naturel extrême, à une catastrophe naturelle. C'est vrai que c'est un espace qui n'est pas forcément directement voisin d'un territoire français. Est-ce que vous pourriez revenir sur quelques éléments chronologiques, sur la manière dont cette intervention s'est faite et sur ce qui constitue une illustration finalement de la capacité de l'armée de terre à intervenir à l'étranger pour répondre à des événements climatiques extrêmes ?
l'armée de terre met en œuvre, arme, un certain nombre d'unités, donc d'unités de sécurité civile. Ces unités de sécurité civile ont pour mission première d'apporter des secours, d'apporter un soutien et de réagir aux catastrophes naturelles sur le territoire national, métropolitain comme outre-mer. Mais c'est pour la France un outil de rayonnement, de solidarité, voire un outil diplomatique très important. Alors ça l'est avec nos voisins les plus immédiats. Ces unités sont intervenues sur les feux au Portugal l'été dernier, en Grèce, sans que ce soit directement lié aux questions climatiques, elles sont intervenues sur les tremblements de terre en Turquie, mais ça peut être un instrument d'une solidarité beaucoup plus lointaine. Et effectivement, au cours des derniers mois, ces unités ont été envoyées pour aider le Chili à lutter contre les incendies de forêt énormes qui ravageaient toute une partie de ce pays. Le déclenchement de ces unités est une décision éminemment politique. C'est dans ce cas-là un instrument de politique étrangère de la France et de diplomatie. Dans le cas présent, dans le cas particulier des incendies, ces incendies ne sont pas nés du jour au lendemain, ne sont pas devenus hors de contrôle du jour au lendemain. Donc dans le cas présent, les unités ont le temps de se préparer, de proposer au gouvernement finalement une réponse adaptée en fonction des demandes du pays considéré, le Chili en l'occurrence, et finalement on arrive à planifier les choses. Mais dans le cas de catastrophes naturelles qui seraient beaucoup plus soudaines, et ça a été le cas dans les tremblements de terre en Turquie, ça a été le cas dans les tremblements de terre au Pérou, à ce moment-là, cette intervention se fait beaucoup plus en urgence, et c'est pour ça que ces unités conservent en permanence une capacité d'urgence et d'intervention d'urgence, bien sûr, encore une fois pour le territoire français, mais aussi à l'extérieur. Et dans ce cas de déploiement en urgence, c'est bien souvent en combinaison avec les moyens de projection militaire des armées qu'elles peuvent être mises en place, notamment leurs équipements avec les avions de l'armée de l'air, ce qui avait été le cas en Turquie, ce qui a été le cas à nouveau sur l'intervention au Chili. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Je pense que c'est un exemple qui va malheureusement sans doute être amené à se répéter, les incendies étant une des conséquences du changement climatique. Merci beaucoup pour tous ces éléments généraux. Je retiens de notre discussion, d'une part, le premier élément que nous avons mentionné, le lien très fort entre les soldats et leur environnement, mais aussi des mots assez clés que vous avez mentionnés, donc la sobriété, la rusticité, qui constituent un élément intéressant, puisque un équipement plus complexe n'est pas forcément capable de résister à des conditions plus difficiles. Ce sont des éléments qui me paraissent être clés pour envisager l'adaptation d'une partie des armées et de leurs équipements aux nouvelles conditions dans lesquelles elles pourraient être amenées à opérer. Et je retiens aussi la concertation, puisque vous évoquiez des acteurs civils pour ce qui est de la protection de la biodiversité, des acteurs civils aussi pour la protection et la sécurité civile, et puis la coopération que l'on évoquait en tout dernier à travers l'exemple chilien. Merci beaucoup de nous avoir reçus, et je remercie également tous nos éditeurs de nous avoir écoutés. Retrouvez cet épisode ainsi que des éléments techniques qui seront liés sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de l'Observatoire Défense et Climat. On vous attend pour les prochains épisodes. Merci de nous avoir écoutés et à très vite. Allez plus loin sur www.defenseclimat.fr. Ce podcast, développé par l'IRIS, a été rendu possible grâce au soutien financier de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées.